Certains se faisaient nommer sur recommandation de Kigali, ici. Des PDG se faisaient nommer sur recommandation de Kigali. Mettez-nous celui-là aux impôts, parce qu'on a besoin d'argent, et on mettait. Regardez les AC qu'on a fait venir chez nous. On commence à les inviter dans une réunion, ils ne viennent pas. C'est ça le message. Encercler la Russie, ça ne fait rien. Mais la Russie n'a pas le droit de se défendre. C'est pour cela que la Russie se défend. Nous sommes dans la même situation. Le Congo n'est pas une création des Européens, n'est pas une création des Belges, contrairement à ce qu'on vous dit. On n'a jamais dominé un peuple insoumis. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais dominé un peuple insoumis. Et si le Rwanda n'a jamais entièrement occupé l'Est en général, et le Kivu en particulier, c'est l'insoumission populaire. Ça ne fait pas très... Vous me sanctionnez pour voir où on va fermer vos comptes. Je n'en ai pas. Vous ne venez plus dans l'Union européenne. Je n'aime pas l'avion. Vous me sanctionnez en quoi? D'ailleurs, vous me rendez plus libre. Moi, je n'aime pas l'avion. Le jour où je vais monter dans l'avion, c'est le seul jour que j'ai pris. Là, je me rappelle que j'ai risqué de partir aujourd'hui. Dieu prend mon âme en paix. Le Congo, ce n'est pas une invention belge. La conférence de Berlin n'a rien fait. Nos frontières sont 30e degré de longitude. Vous voulez que les barbares entrent au Congo pour venir semer les désordres? Et même ce qu'on dit de l'infiltration. Si un groupe entre, vous arrivez au pouvoir comment? Que fait le ministère de l'Intérieur? Il a fait pression. Pression. Parce que j'avais le courage de les citer. Notre holocauste, et vous allez voir que beaucoup de Congolais, ce sont les intellectuels, les hommes politiques, ont peur de prononcer ces mots. Parce qu'en disant qu'il y a génocide, il y a holocauste, en tout cas les ambassades à Kinshasa, les milieux occidentaux font pression. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous disons que cette petite cérémonie va connaître 2 à 3 moments importants. Le premier moment, c'est celui-ci. On va faire une petite présentation de l'auteur et du livre. Le deuxième moment, nous allons donner la parole aux personnalités présentes à cette table et même dans la salle pour donner leur témoignage. Au troisième moment, je crois que nous allons résumer tout ça et donner la parole à l'Observatoire congolais du génocide qui est là, et on pourra échanger ensemble avec les journalistes. Voilà la petite déclinaison de cette petite cérémonie. Ceci dit, avec votre autorisation, je voudrais vous rappeler que nous sommes venus ici pour échanger sur un livre important publié par un étranger sur notre pays pour nous informer du danger que nous courons. Et ce livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, est intitulé « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice ». Ce livre est écrit par Auguste Charles Onana, qui est un journaliste d'investigation, qui est un docteur en sciences politiques. Il a d'ailleurs fait sa thèse à l'université Jean Moulin à Lyon 3, une thèse consacrée au Rwanda et l'opération turquoise et la controverse médiatique entre 1994 et 2014. Donc c'est un spécialiste, n'est-ce pas, des pays des Grands Lacs et un spécialiste des conflits armés. C'est aussi un panafricaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui estime que l'Afrique n'a un destin désirable, n'a un destin viable qu'en se mettant dans une situation d'union politique, d'union économique et d'union de la recherche scientifique.
Et c'est quelqu'un qui estime aussi que cette union n'est possible en Afrique qu'en partant de la RDC, qui est considérée comme le pays moteur, parce que disposant des ressources autant humaines que naturelles pour aider, n'est-ce pas, au développement de l'Afrique. C'est pour cela que nous tenons à dire que beaucoup d'Africains s'intéressent à la RDC parce qu'ils estiment que la RDC est un pays moteur pour le développement de l'Afrique. Alors, ceci dit, Charles Onana a écrit beaucoup de livres, a publié beaucoup d'investigations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa thèse à l'université Léon III a été consacrée à Rwanda et l'opération turquoise et la controverse médiatique. À partir de là, il a écrit beaucoup d'autres livres, comme par exemple Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent enfin. Il a écrit aussi Ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise, qui a été publié chez Guy Boris en 2009. Il a écrit aussi Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, qui est aussi sorti chez Guy Boris. Côte d'Ivoire, le coup d'État, sorti en 2011. Alors, aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur son dernier écrit, comme je l'ai dit, intitulé Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice. Je veux tout simplement vous dire que ces livres, outre la préface qui est faite par Charles Milon, un ancien ministre français de la Défense, outre l'avant-propos et les annexes, cartes et index, ce livre est composé de 2 parties essentiellement. La première partie, et c'est intéressant, je dois vous rappeler que Onana, c'est un journaliste. Ses titres, ses sous-titres, ses avant-titres sont toujours informatifs. C'est pour cela que je vais faire une présentation lacunaire en me basant tout simplement sur les titres et les sous-titres. Donc la première partie de son livre, qui dispose de 486 pages et qui est sorti au cours de ces mois aux éditions chez l'Artilleur, ce livre a 2 parties, et la première partie s'intitule « Les plans secrets de l'invasion militaire du Congo-Zaïre ». Les plans secrets de l'invasion militaire du Congo-Zaïre. Et cette partie est elle-même composée de 6 chapitres, et ces chapitres ont pour intitulé, premier chapitre, la méthode rwandaise pour masquer l'invasion du Congo-Zaïre. 2. Le déploiement militaire anglo-américain au Rwanda. 3. La traque des génocidaires ou la Libye de Paul Kagame. 4. La chute du président Mobutu consacre l'invasion du Congo-Zaïre. 5. Le Congrès s'interroge sur l'action de Bill Clinton au Congo-Zaïre. 6. Le projet d'empire Tutsi connu à l'Élysée et à la Maison-Blanche. La deuxième partie de ce livre est intitulée « Le Banyamulenge ou la destruction préméditée de la RDC ». Le Banyamulenge et la destruction préméditée de la RDC. Cette partie a aussi 6 chapitres. Le premier est intitulé « Le Banyamulenge ou l'histoire fabriquée au Kivu ». 2. Les guerres de Kagame et ses Banyamulenge en RDC. 2 points. Ruberwa, Mutubeshi, Mukunda, M23.
3. La FIDH, double point, une défense des droits humains à géométrie variable. 4. Les viols des femmes congolaises ou la terreur organisée. 5. L'ONU révèle les pillages et l'Europe affiche sa complaisance. 6. L'infiltration de l'armée et l'impunité garantie aux criminels. Donc, voilà les livres succinctement présentés dans ces titres et ce sous-titre. Je dois rappeler ici que depuis que Charles Onana écrit, publie ses enquêtes, publie ses investigations, il y a eu un certain nombre de procès. Il a été accusé devant des cours et tribunaux pour négationnisme, parce qu'il avait affirmé que la tragédie rwandaise ou le génocide rwandais, c'est une grande escroquerie du XXe siècle. Et il y a des organisations comme Survie, FDIH, qui l'ont traduit devant les cours tribunaux en France. Heureusement, il s'en est toujours bien sorti. Donc, voilà, succinctement présenté l'auteur et les livres. Je vais donner la parole aux personnalités présentes autour de cette table et aux personnalités qui sont dans la salle qui voudront bien la prendre. Donc, la parole. Je vais donner la parole d'abord aux hommes. Oui, je vais demander, est-ce que, Excellence Bitakuri, vous pouvez prendre la parole? C'est le prophète commence. Je suis d'accord. Ok, je vais donner la parole au professeur Tumbola Balumbu, que vous connaissez très bien, qui a été ministre des Droits humains pendant la période difficile de l'invasion du Congo, et qui a travaillé à la CIRGL pendant 4 ans et puis à la CPGL pendant 2 ans. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien ces milieux-là, parce qu'il y a travaillé longtemps, et qui a fait de très grandes publications. Je rappelle ici qu'il a publié un livre qui m'a fait beaucoup de mal, c'est-à-dire Le massacre de Makobola, où n'est-ce pas, les envahisseurs Tutsis pilaient les enfants congolais, n'est-ce pas? Donc je vais donner la parole au professeur pour qu'il puisse faire un témoignage sur les livres. Le livre de notre ami Charles Onana, qui connaît la préface de l'ancien ministre français de la Défense Charles Milon. Certains milieux ont dit que c'est un livre qui dérange. Mais nous pouvons dire que c'est un livre qui arrive vraiment en son temps, au bon moment, pendant que nous vivons une agression sauvage de la part du 1-23. Évidemment, on dira Shoah, Holocauste. Ça vient de l'hébreu Shoah. Et l'Holocauste est une entreprise d'extermination systématique, à l'époque menée par l'Allemagne contre le peuple juif, et qui a conduit à la disparition de à peu près 5 à 6 millions de juifs. On pourra dire que c'est exagéré, mais rien qu'à voir les chiffres, on peut des morts, des tués, des assassinés, des massacres en République démocratique du Congo, au Congo, au moins 10 millions. Au moins 10 millions, parce qu'il y a 10 ans qu'on parlait déjà de 10 à 12 millions, peut-être Bitakwira pourra nous donner une estimation beaucoup plus exhaustive. Mais il faut dire qu'il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts au Congo. Et le mot Holocauste convient bien. Et
Et je pense que nous-mêmes, nous devons en parler à tout moment. Le problème ici au Congo est que nous parlons de façon intermittente. Nous parlons avec timidité, de façon timorée, mais je voudrais quand même rendre hommage à tous ceux qui sont ici présents autour de cette table et dans la salle, parce que j'ai toujours admiré leur combativité. Ils ont toujours été au front. Qui peut douter à l'heure actuelle de l'extermination systématique du peuple congolais? Cette extermination qui dure depuis plusieurs décennies. Maintenant, je crois que nous sommes même à la 3e décennie. Et tout à l'heure, le professeur Kabongo a fait allusion à une planification. Oui, il y a une planification. Cette planification qui vise à détruire, à éliminer et surtout dans le lieu ou emplacement où abondent les richesses, on l'a vu dernièrement avec Rubaya, pour les remplacer par d'autres. Mais cette élimination est systématique et planifiée aussi dans la mesure où il est démontré l'existence d'un desk Congo depuis les années 1996-98. On dirait, allons même plus loin, depuis 1994, parce que l'intérêt du livre d'Onana est de démontrer aussi que cette stratégie d'utiliser plus tard les réfugiés pour justifier l'invasion du Congo date déjà de 1994, lorsque FPR venant de l'Ouganda et entrant au Rwanda a pris l'ancienne armée et les Hutus en entonnoir pour les pousser vers ce qu'on appelle l'ouest du Rwanda, pour les pousser vers Kivu, en ayant comme seule possibilité que d'entrer par Goma et par Bukavu ou de se jeter dans l'eau du lac. Et cela, c'était pour pouvoir plus tard les utiliser comme alibi, pour dire nous devons aller au Congo, nous devons aller combattre les génocidaires qui sont là, qui constituent un danger pour nous, ainsi de suite. Et derrière, en réalité, exploiter les richesses du Congo. La réalité, elle est là, parce que finalement, on se rend compte que les alibis changent. C'était les génocidaires FDLR, et puis c'est devenu protéger une minorité Tutsi qui est menacée, le Banyamulenge. Aujourd'hui, ça devient une reconquête des territoires perdus d'un certain royaume rwandais. Mais en réalité, c'est l'exploitation des ressources, parce qu'on l'a vu toujours dans les sillages des différents mouvements parrainés par le Rwanda, ou servant de couverture au Rwanda, les multinationales pilleuses des richesses. La conspiration, elle est vaste, elle implique plusieurs milieux. Il suffit de lire l'ouvrage de notre ami Onana et de le parcourir. On ne va pas entrer dans les détails parce que pour le moment c'est un avant-goût que nous vous donnons. Nous sommes en présence d'une pieuvre tentaculaire et sanguinaire qui est dans une nouvelle phase de son expansion, à la recherche toujours d'une meilleure mainmise sur nos richesses, et les richesses africaines.
Et l'intérêt d'Onana est d'attirer notre attention sur cette approche. Il s'agit d'une approche d'enfermement, une approche d'encerclement et d'étouffement de la RDC. D'ailleurs, nous avons un de nos ambassadeurs qui a eu à tirer la sonnette d'alarme lorsque les Rwandais se sont installés en RCA, à nous dire la stratégie d'encerclement de la RDC a commencé. C'est-à-dire, il ne s'agit plus seulement des richesses du Kivu, mais finalement de dominer économiquement et de dominer politiquement. Ils n'ont jamais abandonné l'idée de saisir le cœur du pouvoir en RDC. Et tout le problème est là d'ailleurs actuellement, c'est que le cœur du pouvoir fait des efforts pour s'affirmer, pour une remontée en puissance de l'armée, les efforts sont en cours et ça étouffe économiquement les Rwandais et puis toutes ces multinationales qui sont derrière. Et avec bonheur, notre ami Onana parle de la stratégie de la prise en tenaille. Je ne sais pas s'il le dit aussi clairement dans son ouvrage, mais dans une de ses émissions. Donc la RDC est en train d'être prise en tenaille. Ils se sont installés à Bangui. On leur a vendu des terres intéressantes. On leur a vendu des terres intéressantes ici en face au Congo-Brazzaville. Et c'est l'entreprise Crystal. C'est Crystal Ventures, c'est en anglais, hein, Crystal Ventures. Crystal Ventures. Mais il faut savoir que c'est une entreprise qui est très liée à Kagame et à l'armée rwandaise. Bon, si on sait que même au Kivu, leurs concessions minières, notamment avec l'histoire que nous connaissons actuellement, sont gardées par des militaires, il va sans dire qu'également aussi ici à Brazzaville, ceux qui seront là pour travailler en réalité, ce sont également des militaires. Donc ils sont déjà, ils sont devenus aussi nos voisins, non seulement de l'Est mais de l'Ouest. Et Brazzaville, on ne peut pas ne pas établir les liens avec ce qui se passe maintenant à Kwamut, ce qui se passe sur le plateau de Bateke. Si on regarde les modes opératoires, si vous voyez les photos horribles qui sont là-dedans, les têtes coupées, mains coupées, les femmes éventrées et tout ça, si on voit les modes opératoires, on se rendra compte qu'il y a déjà des infiltrations jusque dans les environs, sinon à l'intérieur de Kinshasa. Et c'est là où Onana nous appelle non seulement à la prise de conscience, mais à la prise de responsabilité à tous les niveaux, parce que le piège est en train de se refermer. Cette affaire nous concerne tous. Donc, prise de conscience des autorités. Notre classe politique est une des classes politiques les plus distraites du monde. Ils se battent, ils passent leur temps à se battre sur des futilités, alors que j'ai beaucoup aimé. Dernièrement, j'ai suivi le président du Sénat qui disait, mais vous cherchez des places de ministres, des députés, de tout ça, alors que le pays est en train de disparaître et d'être pris. Vous serez encore ministre de quoi, président de quoi, ainsi de suite. Donc on devrait vraiment arriver à cette union sacrée pour sauver la nation. Nous devons comprendre que la nation est vraiment en danger, qu'il y a une pieuvre tentaculaire contre laquelle nous luttons, une hydre à plusieurs têtes.
Je vais terminer par dire que Charles Onana a parlé d'Omerta, de la communauté internationale. Et je voudrais attirer votre attention que Omerta, c'est la loi du silence. Et c'est la loi du silence qui règne souvent dans les milieux mafieux, les milieux mafieux qui s'adonnent au pillage des richesses, qui s'adonnent au blanchiment d'argent, à toutes ces activités mafieuses que vous connaissez. Donc la communauté internationale par rapport au Congo est peuplée de beaucoup de milieux mafieux qui n'ont d'autre but que de pouvoir nous piller. D'ailleurs, vous aurez remarqué, si vous faites attention, que les éléments de langage utilisés notamment par le président Emmanuel Macron ici à Kinshasa, qui a parlé même de notre incapacité à gérer, à résoudre des problèmes, et ainsi de suite. Les éléments de langage de Sarkozy, bon, incapacité à gérer, donc il faut que d'autres viennent nous aider à gérer, et les autres, vous voyez qui. Et puis, les éléments de langage de Sarkozy qui parlent de cette distribution bizarre, géographique des richesses dans la sous-région, qui va s'agir de savoir comment partager. Bon, ça rejoint ce que Kagame vient de dire en ce qui concerne la révision des frontières. C'est probablement pour mieux partager. Et je viens de voir que autour de ce 5 avril, le président Macron va jusqu'à proposer maintenant que les génocides de Tutsis puissent figurer au programme d'enseignement français. Donc, vous voyez où est-ce qu'on en est et que tous les efforts que nous devons faire pour mettre à jour ce qui se passe au Congo. Silence on tue, c'est parce que nous-mêmes nous n'en parlons pas suffisamment. Si vous en parlez trop, vous pouvez vous-même vous faire virer. Donc, il faut en parler. Ce qui est étonnant, c'est que nous ne faisons rien, absolument rien. Les communautés locales ont essayé de construire des monuments. J'ai vu un mémorial à Mwenga, je crois. À Kamituga, probablement, il y a un mémorial aussi. Mais moi-même, j'ai eu honte de... Bon, eux au moins c'est un mémorial. Mais la honte, c'est de voir la qualité de ces mémorials. C'est que c'est... Bon, pour les communautés, au moins, ils se remémorent, ils commémorent. Mais nous, les intellectuels, nous, les gouvernants, nous ne faisons absolument rien. Il n'y a pas de mémorial, national. Il n'y a pas de mémorial national. Je ne peux pas vous cacher, ça a toujours été combattu. J'étais arrivé à faire un musée des horreurs de la guerre que j'avais présenté même ici au palais du peuple, même à l'extérieur, si certains s'en souviennent, je ne sais pas, et puis un peu à l'extérieur, et j'avais demandé un emplacement pour un mémorial en face du palais du peuple, en me disant, pour tous ceux qui viendront ici, ils commenceront aussi à passer par notre mémorial. Et à l'époque, l'idée a été combattue subtilement. On a dit non, ce que propose le professeur Tumbaloaba, au fait, non, c'est comme une bicoque, c'est un petit rien. Nous allons faire mieux que ça. Je ne sais pas si l'argent était sorti, mais rien n'a été fait. J'ai approché le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'actuel.
Je lui ai dit, il nous faut un mémorial national. On ne peut pas continuer, surtout, bon, il faut dire que le président Tshisekedi a eu à aller déposer une gerbe de fleurs au mémorial au Rwanda, à Kigali. Mais je vous assure, c'est difficile à éviter, c'est inévitable. Moi-même, comme secrétaire exécutif de la CIRGL, j'ai déjà eu à aller déposer. Parce que ça fait partie du programme. On vient vous prendre le matin, c'est déjà au programme avec d'autres personnalités. Vous êtes, c'est impossible de ne pas le faire. Mais si nous ne l'avons pas ici, comment nous pouvons rappeler chaque fois que nous, on a perdu plus, nous. J'ai demandé au gouverneur, j'ai montré, toujours en face du palais du peuple, il y avait encore un peu d'emplacement, les longs délimités, je les vois mettre des choses. D'un côté, il y a de belles choses, mais de l'autre côté, ce sont des choses horribles, là, des histoires pour enfants qu'on vient recycler ici. Donc, il nous faut vraiment un mémorial, parce que nous assistons, nous avons vécu un véritable génocide qui se continue. Je suis content d'apprendre qu'il y a un observatoire national du génocide qui se met en place. Je termine en disant que ministre des Droits humains, on a rédigé un ouvrage également, les génocides à huis clos. L'agression du Rwanda et les génocides à huis clos en RDC. Si vous allez dans le rapport mapping, on y fait allusion. J'ai trouvé à ce moment-là que c'était trop fort, peut-être de parler des génocides, mais on a parlé quand même des génocides. C'est 2002, on est en 2002, bon, vous voyez. Mais pourquoi ? Parce que finalement, si vous faites un certain exercice, il y a 10 millions de morts, voire plus. Mais lorsque vous faites aussi la cartographie de massacres, de tueries en masse, des tueries massives, et ainsi de suite, vous constaterez, il y a au moins deux constats. Un constat qui fait que la cartographie coïncide assez souvent aussi avec l'emplacement des richesses et des ressources naturelles, et ainsi de suite, parce qu'il faut faire les lits. Mais vous constaterez aussi que parmi les nombreux morts, il y a aussi une certaine coïncidence avec la cartographie et l'emplacement des communautés les plus résistantes, qui résistent le plus. Donc, c'est-à-dire qu'on a visé aussi expressément certaines des communautés congolaises. Donc, on peut saluer l'ouvrage de Charles Onana, et je crois que c'est déjà une pierre au mémorial pour la commémoration de nos millions et millions de morts. J'ai été un peu long, professeur Kabongo. Pas du tout, pas du tout. Merci de votre patience. Merci. Oui. Acclamez le professeur, il le mérite. Merci pour ce témoignage poignant et documenté. Donc je ne vais pas faire un commentaire. Je donne la parole à son Excellence ministre Bitakwira, qui nous vient du Kivu, qui vient même de là où le cœur même de toute cette souffrance, qui va nous parler. Et après, on va continuer à avoir des témoignages. Excellence, voilà, prenez le micro. Merci. Merci, professeur. Bonjour à tous et à toutes exactement. C'est avec plaisir que je rejoins aux éminents professeurs qui sont avec nous autour de cette table et remercier
mon ami et frère le pas, non seulement pour l'organisation de cette conférence de presse, mais aussi son combat permanent contre la balkanisation. Oui, je suis entré en contact avec Charles Onana. C'était le jour de ma sanction de l'Union européenne. Et je ne sais où il a trouvé mon numéro de téléphone. C'est moi qui l'ai donné. Ah, merci beaucoup. Et il m'a dit que depuis qu'il a commencé son combat pour la RDC face à l'agression rwandaise, il venait d'avoir un point focal important à l'intérieur du Congo, parce que depuis qu'il écrit sur l'agression rwandaise en RDC, vraiment il n'a jamais eu écho de la sensibilité des Congolais pour son combat. Et depuis là, on se parle régulièrement. Holocauste. Holocauste. Comme l'a dit le professeur Tumbalwada, quand Hitler agresse l'Europe et se décide effectivement d'exterminer les Juifs, il y a ce qu'on appelait, pour ceux qui ont lu l'histoire, les fours crématoires. Le four crématoire, c'est là où on pouvait enfouir 1000, 2000, 3000 Juifs et on les brûle vivants. Et c'est comme ça que on en a dit, parler de génocide, c'est comme si le Rwanda s'est accaparé de ce terme, de ce substantif, et que lui a trouvé le terme équivalent à ce qui se passe en RDC comme étant plutôt l'Holocauste. Parce que l'Holocauste va même au-delà du génocide. Et vous vous souviendrez que quand Kagame a vendu le terme génocide des Tutsis au Rwanda, je l'ai dit dernièrement, on les estime uniquement à 800 000 morts. On les estime à 800 000 morts. Mais les Hutus qui sont morts, non seulement au Rwanda, mais aussi ceux qui ont fui en RDC, peut-être qu'ils sont morts à plus de peut-être qu'ils sont morts à plus de millions. On pouvait estimer que les Hutus qui sont morts aussi au Rwanda, tout comme les réfugiés qui ont été massacrés au Zaïre de l'époque, doivent être le double de ces 800 000 Tutsis devenus symboles du génocide. Et quand vous aurez l'occasion de parcourir ce livre, non seulement c'est un livre révélateur qui tombe à point nommé, mais c'est un livre interpellateur. Ça nous interpelle, nous les Congolais, de savoir depuis 1994, comme a dit le professeur, il y a un complot qui a été monté contre la RDC et contre son peuple. Et si on y prend garde, nous pouvons perdre ce pays. Parce que le complot est allé au-delà de ce que les comploteurs ont pensé. Vous pouvez vous imaginer qu'au Rwanda, la minorité Tutsi représente à peu près 13% de la population. À peu près 13%. Certainement avant le génocide, comme après le génocide, le Rwanda n'est pas au-delà de 12 millions d'habitants. Hutu, Tutsi, comme toi, y compris. Ils ne sont pas au-delà de 12 millions.
Mais quand vous voyez ce que le Rwanda fait, non seulement au Mozambique, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, hier c'était au Bénin, il est allé en Guinée-Conakry et il est allé en Guinée-Bissau. Donc le monsieur a des ambitions qui vont au-delà même de son propre pays et au-delà de sa personne. Et les Congolais, quand vous suivez nos différents médias, quand vous suivez notre musique, quand vous suivez nos publicités, je vois la publicité de l'IGF par exemple, mais il n'y a aucune publicité qui fait allusion à la guerre et à la menace. Aucune. Notre musique a encore consisté-elle. C'est citer les noms des gens. Jacques, Robert, Frédéric, Thomas, Louis. Et notre musique n'a qu'un thème, l'amour. L'amour, c'est le seul sujet. Donc même notre propre musique ne sait pas que le pays est fermé. Alors nous devons imaginer ce que le média doit dire, doit faire. Parce qu'il y a une semaine, je venais de chez moi au village, j'étais à l'aéroport de Goma. Nous sommes en train de suivre la RTC. C'est Ouera, où les filles doivent défiler, s'asseoir sur lui, à gauche, à droite. Nous sommes en Goma, une ville qui peut tomber à tout moment. Mais le message de l'utilisation, c'est le plaisir. Alors, Charles Onana nous interpelle. Parce que quand vous lisez Charles Onana, vous trouvez. D'ailleurs, il m'a révélé qu'il a commencé à écrire ce livre il y a 20 ans. Il cherchait le moment le plus propice pour publier son ouvrage. Il y a 20 ans. Et sincèrement, quand vous lisez par exemple le déploiement des militaires américains au Rwanda, date sur date, comment les Américains, quand Kagame prend le pouvoir, il était d'abord vice-président de la République et ministre de la Défense, et Bizimungu était il était président de Pakoti. Les défilés que Kagame a fait aux États-Unis sous Bill Clinton et la manière dont, après l'opération turquoise, c'était Mitterrand qui était au pouvoir, je crois, ou Chirac. C'était Chirac. Comment les Américains ont créé, après l'opération turquoise, ils ont créé leur propre opération humanitaire, qu'ils appellent l'opération Support Hope. Et le quartier général, pour faire entrer les militaires, c'est-à-dire les militaires américains, les services de sécurité, de renseignement américains, c'est à Entebbe, en Ouganda. Comment on déplace les chargés de défense américains qui étaient ici basés à Kinshasa, on les déploie à Kigali, parce que lui connaît toute la situation d'Isaïe à l'époque. Et comment le chef d'état-major général, le ministre de la Défense se déplace, il passe toujours par Entebbe pour Kigali, avec pour motif action humanitaire en faveur des réfugiés Hutus. Mais déjà en 1994, l'idée ce n'était pas l'aide humanitaire. L'idée c'est de démontrer que les réfugiés Hutus entrés au Congo, au Zaïre, étaient un danger et que l'objectif, il faut envahir le Zaïre pour les ressources minières. C'est là où le pays a été, comment dire, vendu. Hein? Et c'est comme ça qu'on va changer le président Bizimungu pour que le vrai patron prenne les rênes du pouvoir, qui est M. Kagame. Et c'est à ce moment-là, comme a dit le professeur Kabongo, on va utiliser maintenant les Tutsis vivant au Congo pour être les champions de pouvoir enclencher l'opération de guerre à travers l'AFDEL.
Il a commencé sous l'étiquette la révolte des Banyamulenge. Le professeur m'a demandé, mais comment jusqu'aujourd'hui c'est Banyamulenge ou c'est Tutsi? Je n'aime pas les appeler comme ça parce que Mulenge c'est le village de ma mère. Moi-même je suis né à 9 km de Mulenge, je viens de là d'ailleurs, il y a 2 semaines. Donc c'est une tricherie. Et avant il s'appelait communauté Banyamulenge. Mais hier ils ont écrit au président de l'Assemblée nationale, il devient tribu. C'est la première fois. C'est la première fois qu'ils disent maintenant, ils sont plus communautés, ils sont devenus tribus. Alors, je voulais donc nous interpeller ici tous, que si on ne saisit pas l'occasion de ce livre, inspiré d'ailleurs, pour les chrétiens, ils diraient qu'on en a été inspiré par Dieu. Moi, je peux dire qu'il a été inspiré par ma grand-mère. Si on ne saisit pas cette opportunité avec les révélations détaillées, les révélations précises qui figurent dans ce livre, parce que les Congolais lire, c'est comme donner du tabac aux chiens. Vous savez que les chiens fouillent le tabac. Et les Congolais lisent très rarement. Pour qu'il ait le temps de parcourir un livre de 400 pages, peut-être il faut lui dire que tu auras $1000. Là, il peut le faire. Et c'est une de nos faiblesses. Qu'il y a peut-être un seul % des Congolais qui peuvent encore lire. 1%. Et c'est pourquoi nous ne savons pas ce qui se passe dans notre pays. Alors, pourquoi le monde ne fait pas attention à nous? Parce que partout où vous partez, personne ne plaide au profit de la RDC. Une chose, c'est parce qu'on pense que la RDC c'est comme un éléphant qui fait face à une tortue. Maintenant, la tortue fait fuir l'éléphant. Et l'éléphant commence à crier, aidez-moi, aidez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tortue qui me poursuit. C'est comme un grand frère qui est poursuivi par son petit frère, le cadet, le 8e cadet, pourchasse l'aîné. Qui va croire à l'aîné que c'est le petit, le cadet qui le pourchasse? Personne ne va croire. Mais malheureusement, on ne sait pas que le cadet est surarmé par des voisins. On doit le faire savoir. Parce que des fois quand on dit, bon, même si vous dites à un Camerounais, à un Ivoirien, que le Rwanda est en train d'agresser la RDC, tu dis quoi? Le Rwanda a osé comment? Nous ne sommes pas agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par des puissances anglo-saxonnes principalement. Parce que dans le livre, on en a révélé que quand la France à la résolution du Conseil de sécurité pour l'opération turquoise, Bill Clinton appelle Jacques Chirac qu'il n'est pas d'accord avec cette opération. Le préfacier du livre, Charles Mignon, qui était le ministre de la Défense, il écrit qu'à la deuxième réunion convoquée par Chirac, et Chirac dit, on suspend l'opération. On suspend. Sans justification. C'est parce que l'Europe, en fait, la France, c'est comme un ange à côté de Dieu. Dieu, c'est qui? C'est les États-Unis. Donc nous ne pouvons pas compter sur des pays comme la France, que la France va venir à notre secours, alors que Dieu a déjà décidé. C'est-à-dire qu'il faut plutôt affronter Dieu pour lui dire ce que vous cherchez par le Rwanda, vous pouvez l'avoir sans intermédiaire. Vous pouvez l'avoir sans intermédiaire. Maintenant, la tortue qui pourchasse l'éléphant, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda a des appuis. Et figurez-vous, dernièrement, c'est le président Trump qui était au pouvoir. Est-ce que vous avez suivi beaucoup de griffes de Rwanda?
Mais quand les démocrates américains sont toujours au pouvoir, le Rwanda redevient le tout puissant de la sous-région. On m'a toujours posé la question, M. Bitagouira, maintenant vous pensez qu'il y a moyen de faire face au Rwanda? Moi je dis toujours, on n'a jamais dominé un peuple insoumis dans l'histoire du monde. On n'a jamais dominé un peuple insoumis. Et si le Rwanda n'a jamais entièrement occupé l'Est en général, et le Kivu en particulier, c'est l'insoumission populaire. Ça ne fait pas très longtemps qu'on nous a dit que pour une fois, le gouvernement congolais a accepté de considérer les résistants communément appelés Maï Maï. Maï Maï, c'était devenu un nom compliqué parce qu'il y avait déjà beaucoup de bandits à l'intérieur. Alors nous on préférait les appeler plutôt les résultats comme des forces réservistes. J'ai reçu une délégation il y a 2 jours venant de Walikale du commandant Guido. Guido c'est un grand Maï Maï qui est d'ailleurs au front à l'heure où je parle. Quand on les a associés à la guerre, le visage de la guerre a changé complètement. Parce que nous n'avions pas d'armée. Vous pouvez vous imaginer que quand on a fait le mixage, quand on a fait le brassage, on ne brassait et on ne mixait que les rebelles, seuls les rebelles. Tous les volontaires Maï Maï qui venaient aussi dans les centres de brassage, ils n'étaient jamais intégrés. Et pas de fonctions à leur égard. On ne donnait des fonctions qu'aux anciens rebelles. Or, RCD, CNDP, M23, c'est la même chose. Et quand on dit que un des chapitres dont on a dit, les Banyamulenge pour la destruction préméditée de la RDC, vous souvenez-vous que toutes les guerres qui se sont passées à l'est du pays, ils en sont toujours les auteurs. C'est eux qui commencent. Mais pour maquiller, ils prennent un petit valet congolais qu'ils présentent au devant de la scène, et quand le moment de partage vient, le vrai patron surgit. C'est comme ça qu'au Sun City, il y avait qui était le président du RCD à l'époque? Adolphe Musumba. Quand on veut maintenant aller à Sun City, Kigali décide, ce n'est pas toi. Toi, tu n'étais qu'une marionnette. Maintenant, c'est Roubaix-Roy. Roubaix-Roy, moi, on se connaît très bien. On s'est côtoyé. Mais Charles, on en a écrit qu'il se retrouve né à 3 endroits différents le même jour. Oui, 3 ans, avec preuve à la peau. Tantôt Minembwe, tantôt Itombwe, tantôt Rwanda, mais la même date. Alors, pardon? Les documents sont en annexe. Les documents sont en annexe, hein? Je ne suis pas encore arrivé à la fin. Alors, ici, qu'est-ce que je veux dire? À un moment, je dois le dire, j'étais en grande contradiction avec le président Félix sur ma position sur la guerre de l'Est et mon opposition farouche sur les Rwandais au sein de l'armée. Des fois, il me posait la question, pourquoi vous mélangez tout le monde, et les Banyamulenge et les Kagame? Je lui disais, moi, il n'y a pas un Tutsi d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique. Seulement, en psychologie du travail, on parle de répartition des tâches. Mais le soir, ils se retrouvent tous pour examiner quel est le bilan. Il est largement positif. On peut évoluer. Alors, si le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux la menace,
nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au sérieux la menace, si le peuple congolais ne prend pas au sérieux la menace, dans les 5-10 ans qui viennent, oublions ce pays. Oublions-le. Parce que le prof vous dit, le système est d'encerclement. Qui peut s'imaginer que le Brazzaville peut vendre plus de 12 000 hectares au Rwanda? Et qu'en Centrafrique, la deuxième femme du président, c'est une Rwandaise qui était garde du corps. Il reste quel pays qui nous est plus proche, en dehors des deux là? Le Sud-Soudan est très loin. Le Sud-Soudan est très loin, c'est frontalier avec la Centrafrique. Donc, les deux pays les plus proches de Kinshasa et de l'Ouest, c'est le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Parce que j'ai dit toujours à mes frères, le professeur était à la CPGL, l'Est du Congo sur les 9 pays frontaliers regorge à peu près 5 pays voisins, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Brazzaville, 6e, Centrafrique, 7e. Il reste encore quel pays? Le Sud-Soudan et l'Angola. Or, contre cette guerre, et ça nous le disons à qui de droit, nous n'avons que 2 pays principaux pour nous aider. C'est uniquement l'Angola et la Tanzanie qui peuvent être de vrais alliés. Les deux là, tous les autres ne comptent pas sur eux. Regardez les AC qu'on a fait venir chez nous. On commence à les inviter dans une réunion, ils ne viennent pas. C'est ça le message. Alors, pour finir, pour pas que je monopolise la parole, j'interpelle nos médias, les médias congolais. Moi, j'ai un pays où je suis resté pendant plusieurs années, qui a connu une guerre, une grande guerre, c'est le Cameroun. C'est ma seconde patrie. Le Cameroun a fait face au géant Nigeria pendant plus de 10 ans, la guerre de Bakassi. Et le Cameroun a fini par gagner le procès. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun face au Nigeria? Quand un seul militaire camerounais meurt au front, c'est férié, on ne travaille pas. On doit aller attendre le corps à l'aéroport. Et tout le monde attend le long de la route jusqu'à ce que le corps arrive à la morgue. C'est là où les Camerounais savaient que nous sommes en guerre. Il y a un militaire qui est mort au front. Mais nous ici, même si on tue 2000, est-ce qu'on est informé? Ce sont des mouches qui sont mortes. Cette inconscience-là va nous coûter cher. Cette inconscience va nous coûter cher. Imaginez-vous, c'est un Camerounais qui prend 20 ans pour fouiller le complot contre la RDC. Un Camerounais. Et je lui ai posé la question, vous avez déjà été au Congo? Non, non. Si je viens au Congo, risque de dévier l'avion pour Kigali. Même certains membres du gouvernement congolais, certains se faisaient nommer sur recommandation de Kigali, ici. Des PDG se faisaient nommer sur recommandation de Kigali. Mettez-nous celui-là aux impôts, parce qu'on a besoin d'argent, et on mettait. J'ai un ministre qui, souvent quand il va chez moi, il dit à tout le monde qui veut l'entendre, oh, Bitakwira n'exercera plus une fonction au Congo parce que lui n'aime pas les Rwandais. Oh. Alors moi je lui pose la question, donc Félix ne nomme que ceux qui aiment les Rwandais. Médias, les médias en ligne, presse écrite, audiovisuel, radio, changer de comportement et de style et changer vos lignes éditoriales. Notre musique, c'est notre mort. Parce que c'est une musique vide. Peut-être James, hein? C'est James, on appelle James, non?
Gims. Gims. Oui, oui. Comment? Gims. C'est Gims, oui. C'est le fils de Janana. Ah oui, C'est son fils, oui. Oui, j'ai suivi une femme dans les médias, les réseaux sociaux, qui disait que les Français, depuis que Gims a changé le style de musique, les Français ne l'aiment plus. Il est combattu, c'est ça que j'ai appris. Alors, donc, nous avons des grands noms de la musique. Les Fali Poupa, les Kofi Olomide, les Ferrekola, que j'aime bien d'ailleurs. Je me suis que sa musique, les Watanabe, les héritiers, ceux qui les connaissent, il faut leur dire que Bitakwira a dit que votre musique est aujourd'hui inadaptée. Ici, les Congolais n'ont pas besoin d'écouter l'amour. Les Congolais ont besoin d'écouter comment Kagame doit disparaître. Comment il doit disparaître. Si Luambo vivait encore, je crois que lui aurait adapté sa musique. Ça, je suis sûr. Oh, la musique, c'est une grande voix. Une grande voix pour libérer un pays. Moi, j'étais ami personnel à Myriam Makeba. Je l'ai côtoyée pendant plus de 6 ans. C'est elle qui m'expliquait comment sa musique a contribué à 70% pour la libération des Africains noirs en Afrique du Sud. Parce que tous les concerts qu'elle faisait, elle pouvait faire un concert d'1 million de personnes. 70% des revenus allaient chez les Maïmaï d'Afrique du Sud, qu'on appelait ici Zobukonto, la lance de la nation. Donc, nos musiciens ici, s'il y avait même moyen de boycotter leur musique pour leur dire changer de style, je leur dis, nous vous avons accueillis chez nous. Tout celui qui n'a pas été accueilli dans une de nos familles, il ne sait ni lire ni écrire. Donc c'est nous qui les avons hébergés pour qu'ils étudient eux aussi. Quand la FDL est venue, le moment était venu pour exterminer tout le monde, même les familles qui les ont hébergés. Mais ils crient toujours, oh, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix. Mais demandez d'abord pardon. Demandez d'abord pardon. Oh, sous le haut patronage de la présidence de la République, il y aura un forum à Bukavu pour la paix et le développement. Commencez par demander pardon. Au lieu d'aller déranger le président que nous voulons encore nous retrouver, demandez pardon d'abord. Parce que le pardon guérit, vous savez ça, non? Même pour les païens aussi demandent pardon. Mais eux, la plupart, tous sont des pasteurs, rebelles. Oh, il faut qu'on se retrouve, Demandez d'abord pardon. Les jours où vous demandez pardon, on va s'embrasser comme à l'époque. Et quand vous dites ce qu'ils ont fait comme mal, ils recourent à l'Union européenne. Il faut sanctionner Bitakwira parce que lui, il dit toujours ce que nous avons fait. Mais ils ne disent pas que c'est parce que j'ai dit ce qu'ils ont fait, ils disent que c'est moi qui transmets le message de haine. Quelle haine? La haine dépasse la mort. C'est comme Hérode, on avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui, qu'il a injurié. J'ai posé la question aux Belges, monsieur le Belge, entre l'injure et la mort, qu'est-ce qui est grave? Moi j'ai injurié, c'est bon. Et lui a tué. Qui est punissable? C'est comme ça que le 12 juillet 2000, c'est moi qui ai annulé le mandat d'arrêt d'Hérodia. J'ai enfermé tous les Belges ici, à l'ambassade de France, tous dans les caves. Personne n'est sorti le jour-là, c'était un samedi. Et quand ils m'ont sanctionné, je leur ai dit, moi c'est seulement une simple sanction. Mais nous avons maté le mandat d'arrêt international. Vous me sanctionnez pour voir où on va fermer vos comptes. Je n'en ai pas. Vous ne venez plus dans l'Union européenne. Je n'aime pas l'avion. Vous me sanctionnez en quoi? D'ailleurs, vous me rendez plus libre. Moi, je n'aime pas l'avion. Le jour où je vais monter dans l'avion, c'est le seul jour que j'ai pris. Là, je me rappelle que j'ai risqué de partir aujourd'hui. Dieu prend mon âme en paix. Je n'aime pas l'avion. Alors, donc je voulais ici dire que l'inspiration d'Onana, j'ai demandé à Freddy quand est-ce que les livres vont venir, parce que le stock est épuisé en Europe. Demain. Ça arrive demain? Ok, vous allez le dire. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce livre. Il nous faudra des conférences certainement des intellectuels, des étudiants,
pour le salut du Congo, ça c'est une sorte de Bible pour nous. Il y a aussi Matthieu dedans, il y a Luc, il y a Romain, il y a les Philippiens, il y a l'Exode, il y a la Genèse pour notre libération.